environ 10 litres à peine. Et le coût de carburant, ça va faire 50 euros, 30 000 environ. Alors que le coût de carburant pour une voiture bien choisie, c'est seulement 13 euros, environ 9 000 francs ou 8 000 francs. Le CO2 émis, ça fait 85 kg pour la Ferrari, alors que pour les voitures simples, ça fait 23. Une différence quand même assez notée. Le temps de trajet, c'est le même temps de trajet. Ça fait 2h30 minutes pour les deux voitures. C'est ça l'utilité. C'est ça choisir entre le service. La voiture nous permet d'arriver à temps et puis ça nous rend le même service. Et d'ailleurs, le nombre de places, la Ferrari, ça fait 2 places. Je ne sais même pas pourquoi les gens s'engagent dans des choses comme ça. Le nombre de places pour une Ferrari, c'est 2 places et pour les voitures, ça fait 5 places. Donc, pour une famille, le choix est d'ailleurs clair. Vous voyez. Le volume, pour les bagages, ça fait un volume limité parce qu'on a conçu une jolie voiture. Pourtant, en termes de service, ça nous rend très peu de services. Vous voyez. C'est poser les questions sur les services rendus nous permet d'économiser beaucoup plus d'énergie qu'il n'en faut. Et puis, on ne doit pas suivre, franchement, on ne doit pas suivre la mode, en fait. Parce que l'efficacité énergétique se joue dans le comportement. Et à chaque fois qu'on va commencer par penser ou bien par trouver que le fait de consommer beaucoup, c'est être moins intelligent, à ce moment-là, on commencerait à résoudre le problème. On doit commencer à changer la mode, en fait, pour que les bonnes habitudes deviennent vraiment la norme. Parce qu'actuellement, les mauvaises habitudes sont en train de rentrer dans la norme. C'est parce que tu fais mal qu'on pense que tu es de la mode, alors que idéalement, logiquement, il y a des décisions qu'on doit prendre et qui doivent se tourner beaucoup plus vers la logique. Et voilà. Pour ce côté d'efficacité, on a vu l'importance. Ça fait 50% d'économie, donc c'est sur quoi on doit beaucoup plus agir. Maintenant, on va parler de l'efficacité énergétique, de l'analyse technico-économique des énergies renouvelables. Je pense qu'on va se séparer avec beaucoup de personnes actuellement dans la vision, qu'on va pas dans la vision des énergies renouvelables. Ça peut choquer certaines personnes, mais on va rester toujours logique parce qu'on ne va pas seulement continuer aussi dans la mode. Voilà. Je pense qu'il faut revenir, penser scientifique, voilà. Pour faire l'analyse technico-économique, il y a cette formule-là qui est importante. Je ne veux pas que vous reteniez. Peut-être retenir simplement la première partie. Ça veut dire le coût actualisé de l'énergie, c'est les dépenses envisagées pour produire cette énergie-là sur l'énergie que la technologie en soi nous produit. Et je pense qu'on a été clair. Le I0, c'est l'investissement initial. Sur les dépenses, plus la somme des dépenses de maintenance, ainsi de suite, et voilà, divisé par la somme ou bien la production énergétique sur l'année. Retenons ça simplement comme ça, pas besoin de toute la formule. Pour évaluer l'efficacité d'une énergie, d'une technologie, il faut voir le coût actualisé de son énergie. Ça veut dire les dépenses envisagées pour produire ou bien pour mettre en place cette technologie et pour l'entretenir. Pour l'entretenir, ça veut dire le coût de maintenance, le coût d'exploitation, coût d'investissement plus coût de maintenance, ainsi de suite, divisé par l'énergie que cette technologie-là nous produit. Donc, c'est un paramètre assez important. C'est une petite formule qu'il faut retenir. Il faut retenir la pensée de la formule. Il ne faut pas retenir dans les chiffres. Désolé. Et voilà, si on fait ce calcul-là pour le coût actualisé de l'énergie, on se rend compte quand même que les technologies des énergies renouvelables ont fait un grand chemin. Ils ont fait un très grand chemin. Je me demande bien même comment, en 2010, je voyais déjà, par exemple, les PV sur les toits des gens.
parce que les coûts étaient énormes quand même. Mais voilà, avant de choisir, par exemple, envisager de choisir de l'énergie renouvelable en 2010, c'était pas évident. Mais maintenant, on peut facilement choisir parce que les coûts ont fait du chemin. Les coûts ont rigoureusement baissé. On voit que pour le solaire, je suis là, je pense que voilà. On a quitté en 2010 de 0,445 dollars par kilowatt. En 2022, on est à 0,049. Ça veut dire qu'on a divisé pratiquement par presque 100. Hein? On a divisé par presque 100 pratiquement. Voilà. Euh, pour les concentrateurs, pour les PV, là, le solaire thermique, on a quitté de 0,3 à des 0,3 dollars par mégawatt, par kilowatt à 0,118 en 2022. Et ainsi de suite, vous pouvez lire ça. Vous pouvez lire ça là. L'éolienne offshore et l'éolienne offshore aussi. L'éolienne offshore, on est pratiquement à 0,0. On a quitté de 0,1. Apparemment, l'éolienne était de base moins chère parce que comme on a dit, c'est une technologie assez mature, assez maîtrisée. On a quitté de 0,196, 197 à 0,08. Pour le onshore, on a quitté de 0,1 à 0,033. Ça, c'est un coût très apprécié parce que par rapport aux énergies fossiles, on est aussi à ces ordres-là de 0,03 dollars par kilowatt. La biomasse, on a quitté de 0,08 à 0,06. L'énergie géothermique, bon, c'est pratiquement constant, hein. C'est pratiquement constant. 0,053, on a plutôt un peu grimpé parce que plus les technologies vont se sophistiquer, plus le coût du kilowattheure d'énergie va grimper. Et on n'est pas plutôt dans le bon sens. On est en train de grimper 0,056, mais ça reste quand même moyennement moins cher parce que c'est contre le photovoltaïque, par exemple, qui est de 0,04 ici. Ici, on est à 0,056. Bon, pratiquement la même chose. Et l'hydroélectricité aussi, on a quitté plutôt de 0,042 en 2010 à 0,061. Moi, je pense que c'est parce qu'on veut augmenter le plus de rendement possible. On a perfectionné la technologie et les coûts des matières pour ces technologies-là peuvent grimper. Ça, ce sont les données de l'IRENA, l'Agence internationale des énergies renouvelables. Donc voilà, ça, on a quand même quitté. Bon, le coût des énergies renouvelables sont en train de baisser. Ça, c'est une première vérité. Énoncé comme ça, on pense que c'est déjà bien. Mais non, ça, c'est sans stockage. Euh, Globalement, j'ai repris les données de Lazare aussi. Lazare, c'est quand même un site très, très en vogue, un site assez respecté pour ses chiffres et pour ses analyses. Lui aussi, il fait les mêmes courbes. On voit par exemple le jaune ici pour le PV. Le jaune là, c'est le PV qui a quitté de très loin et est toujours en train de baisser jusqu'à pratiquement 0,61 dollars. En 2024, ça continue à baisser encore. Ça, c'est pour dollars par mégawattheure. Donc, ça ne vous dérange pas. On est à 61 dollars par mégawattheure et l'éolienne onshore est le moins cher avec 50 dollars par mégawattheure. Voilà. De l'autre côté, on était en kilowattheure. Ici, on est en mégawattheure. Et l'énergie la plus chère maintenant, en termes de coût de production, de coût actualisé d'énergie, ici, c'est le nucléaire aux États-Unis, je précise. Ça, c'est une étude faite aux États-Unis. Euh, voilà. Le nucléaire qui est à 182 dollars pour pouvoir produire 1 mégawatt. Suivi du gaz qui est à 169
suivi du charbon qui est à 118. Donc, on voit que sans stockage, les énergies renouvelables occupent quand même une très, très bonne place. Sans stockage maintenant, les énergies renouvelables sont très, très performantes, sont très, très concurrentielles. On reprend simplement les énergies qui nous intéressent le plus, qui va intéresser beaucoup plus l'Afrique. Le vent onshore, ici, on est de 2009 à 2024, on voit l'évolution. Ça, j'ai pris les données les plus récentes, vraiment les données les plus récentes possibles. 2024, celui de 2025 sort encore en décembre, donc on n'a pas ces données-là. Ça, ce sont les données les plus actualisées. En 2024, on est au maximum pour les éoliennes à 73 dollars par mégawattheure, entre 27 et 73 dollars par mégawattheure. C'est le moins cher parce que pour les PV, on est plutôt entre 29 dollars et 92 dollars par mégawattheure. Je répète encore que c'est sans stockage parce que les problèmes vont se compliquer, les choses vont se compliquer si on ajoute du stockage. Du coup, si on veut produire ces énergies-là, il faut directement l'injecter au réseau. L'injecter au réseau au fur et à mesure qu'on fait la consommation. Et là, on peut se passer un peu des énergies fossiles. À ce moment-là, on peut se passer un peu des énergies fossiles. Et quand on ajoute le stockage, comme j'ai dit, sur ce graphique, peut-être vous aurez un peu de difficulté à déchiffrer ça, mais voilà. Le bleu ici, ça veut dire le stockage s'est fait plus tôt. Ça veut dire le stockage s'est fait directement dans la centrale électrique, la partie in front of the meter. Le stockage s'est fait dans la centrale énergétique dont on a besoin de beaucoup plus de capacité. C'est pourquoi on dit qu'on veut, par exemple, stocker 100 MW pour une heure de temps ici. 100 MW pour une heure de temps ici, 100 MW pour 2 heures de temps, 100 MW pour 4 heures de temps. On voit que, première constatation, plus la capacité de stockage ou bien le nombre d'heures de stockage augmente, plus le coût baisse. Par exemple, pour stocker 100 MW pour une heure de temps, du côté du réseau, ça veut dire dans la station, on est entre 222 et 396 par 352. Et cette partie en bleu, là, c'est quand l'énergie est subventionnée parce que chez nous, généralement, les énergies renouvelables sont très subventionnées. Et quand on subventionne cette énergie-là, on se retrouve entre 156 et 265. On revient là. On prend un mégawattheure ici pour l'éolienne, 73 dollars par mégawattheure. On l'ajoute par exemple ici au stockage de 100 watts pour 222. Entre 222, on va prendre seulement pour le stockage, j'investis 222 et on l'ajoute à l'autre. On voit que le coût de production d'énergie augmente considérablement. Et là, on est seulement en train de stocker pour une heure de temps. Et si on stocke pour une heure de temps, la remarque, c'est que le coût est plus cher. Quand on doit stocker pour 2 heures de temps, le coût baisse un peu pour le stockage. Le coût baisse un peu. Plus on augmente en termes d'échelle dans le temps, plus le coût baisse, simplement. Et pour les résidentiels, le problème se pose pour les résidentiels parce que nous voulons les énergies renouvelables, par exemple, pour nos installations dans les maisons, voilà. Et là, pour seulement stocker de l'énergie, par exemple, pour une puissance de 0,006 MW, si on veut stocker pour 4 heures de temps,
on se retrouve avec 882 et 1101 $ pour stocker cette énergie de 0,00 quelque. C'est pourquoi je dis qu'à très petite échelle, à l'échelle de résidence, les énergies renouvelables paraissent assez chères. Même subventionné, on est encore entre, même subventionné, on est encore entre 653 et 855. C'est vrai qu'avec le temps de retour sur investissement, sur 25 ans, par exemple, pour le PV, on peut avoir un retour considérable sur l'investissement, mais ça reste cher, surtout à petite échelle. Voilà. Donc, il y a deux stratégies, ou bien il y a deux façons de se prendre, c'est de chercher à faire à grande échelle, construire une grande centrale, mais avoir aussi avoir un grand temps de stockage, légèrement un grand temps. Mais pour ça, il faut que l'investissement de départ soit considérable. L'investissement de départ doit être considérable. Voilà un peu ce que veut dire globalement cette figure-là. Je pense que j'ai été un peu clair. Le noir, c'est l'énergie, c'est le coût brut sans subvention de l'État, sans subvention d'une organisation. Voilà. Et le bleu en bas, là, c'est quand c'est un peu subventionné, mais scientifiquement, on ne peut pas compter sur la subvention. Donc, on doit prendre le coût de production d'un système de stockage quelconque. Faiza est allé hier sur tous les détails, que ce soit les batteries lithium. Maintenant, on a ajouté encore de l'hydrogène qu'on peut stocker de l'énergie dessus. Vous pouvez ajouter ça à la batterie des solutions de stockage présentées hier. Donc, on va considérer seulement l'échelle en noir. Ça veut dire 222 et 352, parce que c'est le coût de production d'un système de stockage sans subvention. On doit raisonner sur ces termes-là. Mais si on est dans un pays comme les États-Unis, le cas ici, pour ce cas-là, ils ont subventionné quand même, mais nous, on ne va pas raisonner à ça. On doit se tenir, on doit dire que les énergies renouvelables avec le système de stockage coûtent beaucoup plus cher. Mais que les énergies renouvelables sans système de stockage peut être concurrentielles. Et ça, seulement, comme j'ai dit, pour le PV ici, seulement pour le PV ici, parce qu'on voit 0,049. Et je vais prendre quoi encore pour le PV et pour l'éolienne. Voilà, l'éolienne, les deux éoliennes, on peut encore, l'éolienne surtout onshore là, qui est à 0,033. Les deux sources d'énergie sont assez concurrentes. Ils ont pratiquement le même coût au kilowattheure que les énergies fossiles, donc on peut très bien les utiliser. Et la biomasse aussi, normalement, on est à 0,061. Ça peut aller, c'est pas très méchant, mais ça reste relativement cher. En tout cas, à 10% plus cher que les énergies fossiles. Et pour être motivé, je ne dis pas que c'est seulement le côté économique qui doit nous motiver à choisir une source énergétique, parce que le côté économique, oui, mais aussi l'impact sur l'environnement. Parce que quand on calcule finalement le coût du CO2 des énergies fossiles, on se retrouve avec aussi des énergies plus chères. Si on doit facturer le kilogramme de CO2 produit par source d'énergie, même les énergies fossiles redeviennent plus chères. Si une entreprise qui utilise par exemple du gaz ou bien du fuel, on décide de dire chaque kilogramme de CO2 produit, tu dois payer tel à l'État, à ce moment-là, le coût de cette énergie fossile-là peut devenir cher en fonction de combien on va facturer le kilogramme de CO2 produit. Donc, voilà ça. On va passer à... voilà, j'ai dit pour 2 heures de temps, ça coûte moins cher que stocker 1 heure de temps stocker 1 heure de temps d'énergie. À l'échelle, c'est vraiment une économie d'échelle. Ce n'est pas
Ce n'est pas une autre raison. Et j'ai dit que pour les résidentiels, c'est très cher encore. On voit que c'est venu très loin ici, à 800 quelques. Donc, c'est trop. J'ai fait un petit calcul pour ceux qui sont au Maroc et qui sont à l'aise avec les dirhams. Et j'ai essayé de mettre quand même un peu de dollars là-dessus, mais bon, on va essayer de s'adapter. La dernière fois, on a dit qu'un litre d'essence, c'était 10 kWh. Un litre d'essence, c'est 10 kWh. Et un litre d'essence au Tchad, c'est entre 500 francs et 650 au Tchad. Je ne sais pas dans vos pays. Mais au Cameroun, c'est beaucoup moins cher que ça. Ça veut dire pour avoir 10 kWh, on débourse simplement 650 francs. Mais le coût du kilowattheure avec stockage, par exemple pour le CSP du Maroc, la centrale de Nord Ouarzazate du Maroc, on est à 1,6 dirhams par kilowattheure produit. Pour le PV sans stockage, normalement, on est à 0,42 dirhams. Avec le stockage, avec les batteries, il faut ajouter encore le coût. Ça fait 700 dollars américains pour stocker le kilowattheure. Donc, on se retrouve avec un coût encore un peu plus élevé. Pour le CSP, moyennement, le kilowattheure vendu pour le CSP et le PV, le cas de Nord Ouarzazate du Maroc, sur la facture énergétique, on se retrouve avec 0,68. Ça, normalement, on produit à 0,42 dirhams, mais on le vend à 0,68 pour pouvoir faire un bénéfice quand même, parce que l'énergie produite, c'est aussi, on est dans un marché de l'énergie, donc il faut avoir une marge. Le coût de production, 0,42 dirhams, mais le coût de vente sur les factures d'énergie, c'est 0,68. Ça reste moyennement bien si on ne stocke pas l'énergie. Parce que dès qu'on intègre le coût de stockage, je rappelle que les PV au Maroc sont directement injectés et puis le stockage par les CSP ne prennent pas beaucoup de temps. Voilà. Il y a un système de stockage pour les CSP pour la nuit, mais dans ces coûts-là, on essaye de supporter ça. L'État a aussi subventionné ces énergies-là. Donc, il faut prendre avec beaucoup de pincettes. L'éolienne, comme j'ai dit, ça fait 0,03 dollars par kilowattheure. L'éolienne sans stockage, c'est la meilleure source d'énergie actuellement. C'est d'ailleurs moins cher que l'énergie fossile, vous pouvez le remarquer. Parce que le coût du kilowattheure de l'énergie fossile est entre 0,4 et 0,6, alors que le coût du kilowattheure pour l'énergie éolienne est de 0,03. Il y a une grande différence. Et je veux faire quand même un petit détour pour le cas africain. Un petit détour pour le cas africain. Quand on prend le coût total d'investissement dans une centrale ou bien dans une usine, c'est le coût total. Ça veut dire le coût lié à l'installation, à la maintenance, à l'exploitation. Voilà. Ça fait le coût total, ça fait le coût d'investissement initial, plus le coût d'exploitation, plus le coût de maintenance, plus le coût du capital. Retenez bien le coût du capital. Pour les financiers qui sont ici, ils peuvent facilement comprendre le coût du capital parce que quand on veut investir dans les projets des énergies renouvelables, il faut prendre la dette à la banque. Il faut chercher des investisseurs. Initialement, ce sont les banques. Ce qui fait la différence entre, bien que, bon, j'ai déjà dit que le coût d'énergie mondial, voilà le coût de production pour le kilowattheure. Mais est-ce que pour le cas de l'Afrique, ça reste la même chose? Non. Parce que dans le coût d'investissement, on a le coût du capital. Mais le coût du capital varie en fonction des pays, varie beaucoup en fonction des pays. C'est vrai que les coûts d'exploitation aussi varient en fonction des pays, les coûts de maintenance, ainsi de suite, ça varie en fonction des pays. Même le coût d'investissement, parce que le transport et tout ça, ça peut rentrer dedans. Mais
ce qui pénalise beaucoup l'Afrique actuellement, c'est le coût du capital. Parce que les banques, pour emprunter de l'argent dans les banques africaines, on peut te... le coût du capital, c'est le coût de l'argent, en fait, en français facile. Ça veut dire, si on veut prêter, si on veut acheter de l'argent à la banque, ou bien si on veut prêter de l'argent à la banque te demande de payer, par exemple, en Afrique, 12% de plus. Ça veut dire, je veux je veux demander de l'argent à la banque, je veux demander 100 000 francs à la banque va me demander de payer 120, de payer des intérêts de pratiquement 12 000 francs. Je vais emprunter 100 000, la banque me demande de repayer en intérêt 12 000 francs. Donc, le coût de l'argent que je prends, ça fait 112 000 francs. Alors qu'en Europe, pour les mêmes 100 000 francs, la banque te demande de payer 3,8%. Ça veut dire 3 800 francs environ. Donc, le coût du capital en Europe, parce que c'est plus structuré, la politique est beaucoup plus... Il n'y a pas de risque politique, parce que chez nous, tu vas demander de l'argent à une banque, après, le système politique va se renverser ou des choses comme ça. Et la banque peut perdre son argent, ou bien toi-même, tu n'es pas très crédible, la banque va perdre son argent. Et à cause de ces faits-là, bien que les coûts de production au kilowattheure est de 0, par exemple pour l'éolienne, que ce soit de 0,052 pour l'Afrique et pour l'Europe, mais si on doit investir, le coût du capital fait la différence et l'investissement dans les éoliennes en Afrique devient beaucoup plus cher parce qu'on a un grand risque sur notre territoire. Notre défi, donc, ça serait de résoudre ces problèmes de risque-là, de négocier avec nos politiques pour baisser le coût du capital, baisser le coût de l'argent. Ça, c'était un petit détour pour comprendre ce qui va venir. On voit que par région, ça c'est en Afrique, le coût moyen pondéré de l'électricité par région dans le monde, et on voit que le vert, fixez-vous sur le vert foncé, je suis où avec mon curseur. Voilà. Ce vert foncé, c'est la biomasse en Afrique. La biomasse est plus chère. Pour produire la biomasse en Afrique, c'est plus cher que dans les autres continents, en Europe et ainsi de suite. Je viens de vous expliquer que le coût du capital est très cher. Et vu que la technologie n'est pas encore maîtrisée, en Afrique, toutes les technologies reviennent encore plus chères à cause de ce coût du capital. Je vais revenir ici à cause de ce coût lié à la banque, le coût de l'argent. La biomasse, comparée aux autres continents, par exemple l'Europe ici, par exemple l'Asie et ainsi de suite, pour la biomasse, c'est très élevé. Ici, pour la géothermie aussi, en Afrique, l'Afrique, c'est le vert ici, c'est aussi élevé que dans tous les continents. Pour l'hydroélectricité, parce que c'est une technologie maîtrisée, il y a moins de risques. Les banques savent que si on investit dans l'hydroélectricité, en tout cas, si vous avez accès, ou bien s'il y a un fleuve que vous pouvez profiter, les banques savent maintenant que l'hydroélectricité est faisable. Le coût du capital est généralement assez bas. C'est pourquoi l'Afrique se retrouve quand même entre les autres continents ici, avec un coût assez bas. Et ici, le solaire photovoltaïque, comparé aux autres régions encore, le coût reste un peu élevé. On est pratiquement avec l'Amérique centrale. Oui, l'Amérique centrale. Et puis, voilà. Le vert, là, concentrez-vous sur le vert parce que c'est là-bas l'Afrique. Et pour le concentrateur thermique solaire, on est, on est encore très haut. Déjà, la technologie n'est pas maîtrisée, mais c'est encore très cher. Le Maroc a quand même investi dedans, bien que c'est cher. Je pense que ça, c'est le pouvoir de l'État. Le pouvoir de l'État, mais en particulier, aller investir dans une telle source, c'est pas très évident.
Et pour l'éolienne offshore, il n'y a pas le cas d'Afrique, mais pour le onshore, ça reste aussi moyennement moins cher. Pour tous les pays d'ailleurs. Pour tous les pays, ça reste moins cher. Ça, c'est les données de IRENA pour les énergies renouvelables encore, comme j'ai déjà dit ça. Et ce sont des données de 2017. En 2024, vous avez vu que les coûts sont encore moins que ces données, ces coûts-là. En 2016, on voit encore que le coût du kilowattheure, par exemple, pour l'éolienne, le coût du kilowattheure est pratiquement à 1,6 ou à 0,16 ou 0,17 pratiquement. Donc, c'était un peu plus cher. En 2024, on a encore baissé ces coûts-là. Chaque année qui passe, il y a une tendance qui est très appréciée. Ça, c'est pour la méthanisation. Et bon, ça, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie, le coût des énergies renouvelables en Afrique, on voit que l'éolienne terrestre et le bois sont pratiquement, peuvent être assez exploités. Ici, 57 et pratiquement 91 pour l'éolienne. Et pour pour la biomasse, je vois l'énergie du bois, le bois exploité à l'état pur, ça fait 48 et 110. Donc, biomasse et l'éolien terrestre, et puis le PV au sol, parce que le PV au sol aussi, ça fait 74 dollars environ par mégawatt, entre 74 et 135. Le PV dans l'industrie est plus cher. J'ai dit que quand on fait l'analyse technico-économique et du cycle de vie, on va voir quel type d'énergie est adapté à quel secteur et ainsi de suite. On trouve que les PV dans l'industrie coûtent un peu plus cher encore. L'éolienne sur les mers aussi coûte un peu plus cher parce que maîtriser la stabilité des éoliennes dans la mer, bien qu'on a eu une bonne production du vent, on a déjà expliqué ça dans les cours précédents, bien qu'on a eu une bonne vitesse sur les mers, bien qu'on a moins de turbulences sur les mers, bien qu'on a une bonne qualité de vent, mais pouvoir stabiliser les éoliennes sur la mer est quand même assez compliqué. Ça demande beaucoup de ressources. C'est pourquoi ce coût-là est assez élevé. La méthanisation aussi reste encore un peu plus chère, bien que j'aime beaucoup cette énergie de méthanisation-là, mais c'est encore un peu plus cher. Et puis, pour le choisir, je crois qu'il faut tenir compte de l'utilité et puis de l'utilité pour les régions. Peut-être à très petite échelle, ça peut aller, par exemple, pour la production des gaz de consommation seulement. Ça ne va pas coûter beaucoup de choses. Mais à grande échelle, il faudra stocker, il faudra faire beaucoup de choses. Donc, ce n'est pas évident. Et je rappelle que ce sont les données de 2016 et ces données ont évolué depuis lors. Ont évolué dans le bon sens. Voilà. Ça, j'ai fait un résumé global de chaque type d'énergie avec le stockage. On voit que le PV est compris entre 29 dollars par mégawattheure et 92. Ça, c'est vraiment la fourchette que j'ai considérée. Mais si on ajoute du stockage, on se retrouve pour le kilowattheure entre 60 dollars par mégawattheure et 210 dollars par mégawattheure. Aussi, pour l'éolienne terrestre, on se retrouve avec le stockage, on est à 45 et à 133 parce que la technologie est mature. Pour le PV, là, le coût est toujours en chute. Euh, le, le coût des PV, même avec le stockage, on est quand même en train d'améliorer ça. Dans les articles que j'ai lus hier, comme l'a énoncé aussi Faiza, la batterie à lithium est très intéressante et le coût aussi continue à baisser comme les PV là. Donc, on a encore de l'espoir. L'éolienne terrestre, l'éolienne offshore, ce tableau se lit simplement. Je n'ai pas eu les données pour la géothermie, mais le minimum, c'est entre 64 et 106 dollars par mégawattheure.
et les charbons, on voit que l'éolienne sans stockage bat simplement le charbon, 69 et 100, et ici on est à 29 et 92. Le nucléaire, 142, 222, sans stockage, l'éolienne, le terrestre, et puis l'éolienne terrestre et le PV battent toutes ces énergies-là. Et pour le système de stockage à lithium, on est pour le stockage entre 170 à 222, et d'ailleurs, on peut aller jusqu'à 352, comme je l'ai déjà présenté là-bas. La technologie est en train d'être assez mature aussi pour la batterie à lithium. En résumé, les coûts de stockage ajoutent pratiquement entre 15 et 118 dollars par mégawattheure pour les énergies renouvelables intermittentes, mais permettent la dispatchabilité. Dispatchabilité, ça veut dire on peut consommer l'énergie, même si cette source du renouvelable-là n'est pas en production, pour combler un peu la partie d'intermittence. Les coûts de stockage, le coût du stockage lithium continue à baisser grâce aux économies d'échelle. Donc, globalement, ce qu'on doit retenir de toute cette formation-là, on a commencé par la généralité sur les énergies. On a vu les stocks que nous avions. On n'avait pas de stock de fossiles et il était urgent de se tourner vers les énergies renouvelables. On a vu l'urgence de la transition énergétique. Et pourquoi on doit faire de la transition énergétique. Dans la deuxième séance, on a vu les différents types de technologies, les procédés de production de l'énergie, l'éolienne. On a commencé même par l'éolienne, la biomasse. La biomasse, on a séparé la méthanisation, on a séparé la production de carburant, on a séparé la production de carburant par la pyrolyse rapide et la pyrolyse lente pour la production de charbon. Et on a attaqué aussi la géothermie, on a montré le gisement que nous avions. Et on a fait, oui, on a fait le solaire aussi, les PV. Les PV, on a parlé du polycristallin, on a parlé du monocristallin, on a parlé de l'amorphe aussi. Et voilà globalement tout ce qu'on a fait. Dans la troisième séance, on a parlé de l'électrification rurale, les microgrids précisément, et les technologies de stockage. Et à la fin, aujourd'hui, on vient de parler de l'efficacité énergétique et de l'analyse technico-économique. Donc voilà, globalement, on a essayé vraiment de passer très rapidement sur certaines choses, mais pour avoir la vision globale de la chose, voilà comment notre cours était structuré. Donc, si vous voulez continuer à travailler sur ces questions-là, j'ai donné quand même quelques... Pour les chercheurs et les ingénieurs et les prochains chercheurs, les thésards, je crois que l'Afrique a besoin de données parce que même les données présentées ici, la plupart sont des données européennes. Heureusement que l'énergie est mondiale. Et heureusement que l'énergie est transversale, je peux dire. Parce que les mêmes coûts appliqués en Europe peuvent être approximativement les mêmes choses en Afrique, les mêmes conditions, la même technologie. Oui, on peut, mais on a besoin de nos propres données. Donc, en tant qu'ingénieur, en tant que chercheur, en tant que doctorant, en tant que docteur, je crois qu'il faut cartographier les technologies des renouvelables optimales pour chaque zone. Ça veut dire, si tu es au Sénégal, tu vas avoir, moi, je suis en train de travailler déjà sur certaines données des PV au Tchad. Ça veut dire pour chaque ville du Tchad, est-ce qu'il faut, par exemple, du polycristallin pour telle ville, telle technologie est plus appropriée pour telle zone, telle technologie. Parce que nous avons des villes au climat très varié et on ne peut pas appliquer les mêmes solutions. Voilà. Donc, appliquer déjà. Est-ce qu'il faut plutôt du PV pour mon pays, pour ma région? Est-ce qu'il faut plutôt du thermique? Est-ce qu'il faut plutôt de l'éolienne? Est-ce qu'il faut plutôt de l'hydraulique, de la biomasse, de la géothermie? Faire cette étude-là, à la fois technique, à la fois économique.
lequel serait le plus rentable et savoir. Et même dans les énergies renouvelables, par exemple pour le PV, dissocier encore les technologies qu'il faut donc aller plus en profondeur. Pour les pays développés, ces données-là existent déjà. Nous manquons beaucoup de données. Donc, c'est à nous, cette nouvelle génération-là, de se lancer vers ces choses. La biomasse, qu'est-ce qu'il nous faut précisément pour chaque région? Quelle est la source que nous avons? Quels sont les déchets que nous avons le plus dans telle région? Ça doit être ça doit être archivé et mis sur Internet. Moi, si je veux chercher la quantité de biomasse, par exemple, au Burkina Faso, au Burkina Faso ou au Sénégal, la quantité précise, parce que moi, je suis investisseur, je veux voir tel type de biomasse pour aller me lancer, je ne vais pas trouver ces données-là. Et ça, c'est une faille. C'est une grande faille. Parce qu'on ne nous connaît pas et c'est pas intéressant. Donc, voilà le travail qu'on peut faire. Et puis, merci beaucoup pour votre intérêt. S'il y a des questions, je suis tout oui. Je crois qu'il y a Faiza aussi qui est là. Son réseau perturbe beaucoup. Mais s'il y a des questions sur ce qu'on a présenté aujourd'hui et des questions de compréhension, parce que voilà, on est là, on pourra échanger. Et merci beaucoup. Merci beaucoup, Shiraz. Merci, Sidi. Donc voilà, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je crois que Sidi s'est connecté à la fin parce que j'ai parlé un peu de l'hydrogène. Sidi, tu es venu un peu en retard, j'imagine. Parce que tu as déjà posé cette question-là la dernière fois, j'ai essayé quand même de revenir brièvement sur la. J'ai essayé de revenir brièvement sur l'hydrogène vert. Normalement, Oui, effectivement, je me suis connecté à l'état. Mais si la vidéo a été enregistrée, je pense que je peux l'avoir sur YouTube. Ça, c'est vraiment bien. oui, tu pourras revoir la vidéo. J'ai commencé même par ça. Vraiment, merci bien pour l'effort. Ça me fait plaisir. Oui, je t'en prie. Je t'en prie. Aujourd'hui, nous avons un peu de temps, donc s'il y a des questions, on peut poser. Et s'il n'y a pas de questions aussi, on va aller dans les bruits. Les semaines ne sont pas évidentes, franchement. J'ai vu Faiza, je ne sais pas si elle est encore connectée. Oui, Sébastien. Bonjour. Bonjour. Vraiment, merci beaucoup pour cette belle présentation, comme pour toutes les autres d'ailleurs. Moi, j'aimerais revenir en fait sur la dernière partie, là, Oui, sur l'absence des données en fait, sur le potentiel maximal pour le renouvelable en fonction des pays africains. oui, Si on fait de la modélisation, par exemple, pour une oui, stratégie à long terme ou à court oui, terme, oui. comment en fait on peut combler ces manques de données en fait parce que la modélisation c'est représenter le système énergétique en fait avec les données. Alors je sais pas, est-ce que vous avez des suggestions sur ce point? Merci. Euh, d'accord, j'ai compris la question. Je ne sais pas, il y a une autre question aussi. Quels sont les outils nécessaires pour réaliser l'audit énergétique? D'accord, je vais revenir dessus. En fait, je crois que pour avoir les données, on peut faire la modélisation. Mais pour avoir des données expérimentales, je pense qu'il faut aller faire des analyses, il faut aller faire des tests. Vous voyez. On peut modéliser
Oui, moi, je voulais, bon, je reviens dessus. On peut décider de modéliser, euh, on peut décider de modéliser, mais je pense que si on a des données vraies sur certaines données issues des mesures, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus crédible. Vous voyez. Et peut-être avec l'IA, avec les capteurs de la NASA maintenant, pour le vent, on peut avoir certaines données facilement. Parce que la météo, on maîtrise, par exemple, pour l'éolienne, on maîtrise assez déjà. Même pour l'irradiation solaire, on peut avoir ça. Mais pour les données, par exemple, pour les quantités de biomasse qu'on peut exploiter, pour la géothermie, par exemple, je crois qu'il faut financer une étude d'un doctorant sur 3 ans, 4 ans, faire des tests, comparer les résultats, révérifier les résultats et mettre des résultats assez crédibles. Généralement, les modélisations sur des données théoriques ou bien sur des données estimatives ne sont pas très, très crédibles. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Oui, oui, c'est bon. Merci beaucoup. Quels sont les outils nécessaires pour réaliser de l'audit énergétique? Je vais voir le nom de la personne. C'est Kofi. Kofi, je crois que l'audit énergétique, ça varie beaucoup. Ça varie selon les domaines. Dans le bâtiment, l'audit énergétique, ce n'est pas la même chose que dans l'industrie. C'est vrai qu'à la fin, on voit l'état de consommation ou bien l'état de déperdition énergétique. Mais pour le transport, les outils pour faire de l'audit énergétique pour le transport, ça varie. Pour le bâtiment, ça varie. Pour l'industrie, ça varie. Donc, si on veut, par exemple, pour le bâtiment, je vais prendre un exemple. Je vais venir, je vois les LED que tu utilises, pas les LED, les ampoules que tu utilises pour éclairer ta maison. Je vois sa performance énergétique. Derrière, il y a des notices derrière les ampoules là. Je vais voir quelle est sa capacité de consommation. Et puis pour la production de chaleur, pour la production, je peux aussi voir par exemple les écrans que tu utilises. Est-ce que ce sont des écrans ergonomiques? Est-ce que ce sont des écrans qui consomment beaucoup plus d'énergie? Ça veut dire que je fais l'état des lieux de ce qu'il y a de l'existant. Je fais l'état des lieux de l'existant pour tout. Que ce soit, par exemple, pour le mur, je veux voir aussi même l'épaisseur du mur parce que les déperditions thermiques sont liées le coefficient de déperdition, c'est lié à l'épaisseur du mur. Dans la formule, vous pouvez vous rappeler de ça. C'est lié à l'épaisseur du mur. Donc, je vois l'épaisseur des murs, je vois la qualité des matériaux de construction, et puis je me base, ou bien je base mes calculs sur ces données-là. Ça encore, il faut travailler, en fait. Ça encore, il faut travailler. Nous avons, par exemple, cette manie-là de construire avec des tôles. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Jusque-là, je n'ai pas très bien compris parce que des tôles de l'aluminium pratiquement qui est un très bon conducteur. Je ne sais pas pourquoi en Afrique on continue d'utiliser ça. Mais voilà, on prend les coefficients de déperdition de chaque matériau, que ce soit les tôles, que ce soit les tuiles, que ce soit les dalles, si c'est une maison à étage, que ce soit les murs en briques cuites, par exemple. Il y a déjà ces données-là qui existent sur Internet. Déjà. D'ailleurs, si on veut pousser la recherche plus loin, on doit chercher est-ce que les terres en Afrique, ce sont les mêmes terres ou bien les briques cuites en Afrique, c'est les mêmes briques cuites en Europe, ainsi de suite. On doit avoir l'appétence à vouloir connaître ce qui à vouloir fournir nous-mêmes nos données. Parce que maintenant, on utilise des normes que les Européens ont déjà utilisées, qui ne répondent pas forcément à nos données. Faire de l'audit énergétique pour chaque secteur. Pour l'industrie, on va se baser, par exemple, sur les tuyauteries. On va voir l'efficacité ou bien on va voir le rendement de la chaudière, par exemple, de tout ce qui rentre dans le circuit énergétique et on va essayer de les optimiser, soit de les isoler, soit de changer avec ceux qui ont des bonnes performances énergétiques, et ainsi de suite. Donc, il faut retenir que l'audit énergétique, ça varie des domaines, ça varie selon les domaines et en fonction de
de domaine, il y a déjà une façon de se prendre. On commence par l'état initial. Dans l'état initial, on voit ce qui consomme de l'énergie et on voit, par exemple, ce qui peut protéger de la consommation aussi, simplement. Pour le bâtiment, le mur. Et puis, on va voir à l'intérieur la consommation, par exemple, les écrans et ainsi de suite. Voilà. Je pense que j'ai été clair pour ça. Comment, jeunes que nous sommes, nous pouvons contribuer à corriger ces gaps de manque de données. Ce manque de données, c'est d'aimer travailler. Parce que pour prendre les données, il faut aimer travailler. Moi, je suis allé chercher des données sur un lac très, très caché de mon village au Tchad. Et j'ai trouvé que la seule étude qui existe, c'est un Français qui a fait cette étude-là, et ça en 1989 ou bien quelque chose là-bas. Après ça, plus personne n'a fait des études. Donc, toutes les autres études qui suivent, on part seulement de prendre ces données-là. Alors que non seulement ça peut être biaisé parce que c'est une personne extérieure qui est venue, on ne sait même pas les intentions qu'il a animées pour chercher, pour venir faire des recherches là, on ne sait pas. Mais on continue à utiliser ces résultats qui peuvent être biaisés. Donc, aimer travailler, aimer pousser les études loin, il y a aussi ça. On doit apprendre à pousser les études vraiment beaucoup plus loin qu'on le fait déjà. Avoir un master ne suffit pas. Il faut aller à 1, 2, 3 doctorats s'il le faut pour continuer à fournir des données. Les autres ont travaillé, même sans faire le doctorat. Le master, on peut pousser, on peut... Oui, je vois Faïza qui a levé la main. Dans le contexte, quel est le rôle de nos États? C'est de financer les projets de recherche. Parce que la recherche, c'est le pilier du développement. Et quand on comprend nos données, quand on regarde nos données avec esprit critique, quand on regarde nos données de façon objective, des données fournies par nous-mêmes, on peut prendre des bonnes décisions. Il n'y a aucune bonne décision qui n'est issue d'une recherche approfondie. Voilà. Je vois Dramé qui a levé la main. Oui, je t'écoute. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Moi, tout d'abord, hein, vous m'entendez, hein? Oui, je t'écoute. Voilà, je tiens à vous féliciter et féliciter également directeur Faïza. C'est un immense plaisir, hein, pour moi de participer à ce cours que je suivais avec beaucoup d'intérêt depuis lors. J'ai juste deux questions. L'une, j'étais sorti, j'ai pas bien cerné l'explication. Ouais. Et la deuxième est liée à la complexité du déploiement des énergies renouvelables en Afrique. Ouais. Voilà, ma première question, comment les systèmes de stockage impactent-ils l'analyse technico-économique? Deuxième question, quelles stratégies peuvent-ils être mises en place pour réduire les coûts des énergies renouvelables dans le cadre de la biomasse? Merci. Okay. La première question, comment le système de stockage impacte sur l'analyse technico-économique, c'est ça? Oui, oui, oui. Parce que j'écris en même temps, désolé, j'écris en même temps et voilà. En fait, parce que ces deux technologies, il y a production dans le monde de l'énergie, en fait. Il y a plusieurs secteurs parce que généralement, quand un problème ne marche pas pour nos systèmes d'énergie au pays, on voit généralement même l'entreprise de production d'énergie. Souvent, ce n'est pas seulement ça le problème. Dans le monde de l'énergie, il y a, comme je vais dire là, il y a la production d'énergie, il y a le stockage d'énergie et à défaut, il y a le transport d'énergie. Donc,
attaquer le problème de stockage, c'est attaquer un autre domaine, carrément. C'est attaquer un autre domaine qui a ses coûts, qui a ses problèmes, parce que vous voyez que stocker seulement de l'énergie pendant 1 heure ou bien pendant... déjà, pour les centrales, là, on ne stocke pas plus de 12 heures. Est-ce que vous avez remarqué ça? Parce que même les études qu'on a présentées là, c'est des stockages de seulement 4 heures, parce que c'est le maximum qu'on peut généralement faire. Vous voyez. Régler le problème de stockage, c'est un autre domaine. Et puis, il y a des études qui sont en train d'aller dans ces domaines-là. On essaie de trouver les corps, on essaie de trouver les corps chimiques qui puissent emmagasiner le maximum d'énergie. Les recherches continuent, à la fois dans le stockage, à la fois et en même temps dans la production. Du coup, pour les coûts de stockage, parce que ce n'est pas maîtrisé, nous, si on veut par exemple mettre en place, je vais prendre un système de stockage les plus basiques. Hein. Le STEP, par exemple, station par pompage, où il faut l'excès d'énergie qu'on a, on essaie de pomper de l'eau à une certaine hauteur pour réutiliser. Je crois qu'il faut, pour pouvoir réexploiter cette énergie-là, c'était une énergie déjà produite, n'est-ce pas? Pour répondre à la question de comment ça influence sur le coût. C'était déjà une énergie produite. Le problème, en fait, c'est ça. On met tout en œuvre pour pouvoir produire de l'énergie. Le problème survient que non, l'énergie produite, je n'ai pas pu consommer. Il faut que je mette en attendant à côté. Mais pour mettre en attendant à côté, il faut encore produire de l'énergie, il faut encore dépenser de l'argent pour pouvoir mettre ça de côté. Ça, c'est un coût et généralement, le même coût, parce qu'on est en train on a produit 1 kWh, on doit stocker 1 kWh. Généralement, le même coût injecté pour produire de l'énergie, si la technologie n'est pas maîtrisée, le même coût injecté pour produire cette énergie-là, on va injecter encore pour stocker l'énergie, et on va encore injecter pour récupérer cette énergie-là, parce qu'on stocke l'énergie avec une technologie bien donnée, bien déterminée, et de cette technologie-là, pour réutiliser encore cette énergie, il faut encore dépenser. Donc, en fait, le stockage, en fait, ça consomme 2 fois, à la fois pour garder et pour redonner. Vous voyez un peu. Donc, le mieux, c'est d'éviter le stockage. On produit une fois et on consomme. Voilà. Le fait de stocker et puis de charger et puis de décharger, parce que c'est comme une voiture. Le stocker, c'est difficile. C'est vrai que décharger une voiture, c'est facile, mais stocker, ça prend un coût. Décharger aussi, il faudra des employés pour venir décharger ça. Et voilà pourquoi, d'ailleurs, le coût de stockage est supérieur au coût de production. Parce que il faut charger. La décharge, c'est la production. La décharge de la batterie, c'est la production déjà. C'est peut-être un coût, mais c'est pas beaucoup comme la charge. Et ta deuxième question, c'est, je ne sais pas, quelles stratégies peuvent être mises en place pour faire baisser le coût de la biomasse. En fait, en Afrique, on a quand même l'avantage pour la biomasse. Parce que en Europe, on vend déjà les déchets. Mais en Afrique, on ne vend pas encore les déchets. Je vois beaucoup des startups qui gagnent des prix, des très grands prix, dans la valorisation des déchets, parce que la matière première est encore gratuite. En Afrique, on peut encore utiliser une matière première gratuite, parce que d'ailleurs, on est en train d'aider à l'assainissement de la ville. Bon, voilà. Donc, les mairies donnent plutôt ces énergies, ces matières premières-là gratuitement. Ça, on peut encore le gérer. Mais pour baisser radicalement le coût de la biomasse, la meilleure chose, c'est de concevoir nos technologies d'exploitation en Afrique.
Ça, c'est indispensable. Tant qu'on va exporter les technologies d'exploitation à l'extérieur sans produire nous-mêmes nos biodigesteurs, par exemple, sans produire nous-mêmes nos éoliennes, ça, je vais étendre ça à toutes les autres. Si on a une industrie chez nous qui peut produire 1000 biodigesteurs à l'heure, à ce moment-là, les coûts d'énergie vont commencer à baisser. Parce que même l'énergie utilisée pour produire cette technologie-là va commencer à baisser. Mais là, on dépense à la fois dans le transport des technologies, dans la mise en place des compétences, parce qu'on n'a pas ces compétences-là. On va chercher les compétences et ça augmente le coût ça augmente le coût du kilowattheure. Rappelez-vous, dans le coût de l'énergie, j'ai mis une formule là. Voilà. Cette formule, ça dit le coût d'investissement. Et dans le coût d'investissement initial, il y a le coût des transports, de la technologie, il y a le coût des main-d'œuvre, il y a le coût des techniciens qui vont venir installer. Il y a beaucoup de coûts qui rentrent dans ces domaines-là. Et quand on va pouvoir minimiser le plus de coûts possible dans le coût d'investissement en produisant nous-mêmes nos technologies, on aurait résolu beaucoup de problèmes. Et peut-être que nos banques puissent nous encourager et nous faire aussi confiance. On a déjà une main-d'œuvre moins chère en Afrique. On a une grande population dont la main-d'œuvre, ce n'est pas ce qui manque. On a quand même des atouts, mais il faut que nous nous mettions au travail pour copier-coller comme les Chinois. Voilà, copier-coller, mais produire sur nous, produire chez nous sur site. Ça, on règle un grand problème. Oui, je pense que j'ai été un peu clair. Je ne sais pas s'il y a une question. Quelle source d'énergie est plus propre? La source d'énergie, je répète encore, la source d'énergie la plus propre, c'est l'énergie qu'on n'a pas consommée. La source d'énergie la plus propre, c'est l'énergie qu'on n'a pas consommée. C'est celle qu'on n'a pas consommée. Ça veut dire que au lieu d'utiliser 100 watts, ou bien, voilà, au lieu d'acheter une Ferrari, au lieu d'acheter une Ferrari pour consommer 15 litres, il faut acheter une Prix ou bien une Prix pour consommer seulement 4 litres. L'énergie la plus propre, ce sont les 11 litres que tu n'as pas consommés. Tu vois? Essayer d'aller sur l'utilité, essayer d'aller sur le service que ces machines-là nous rendent pour ne pas consommer, pour consommer le moins d'énergie possible. Monsieur Casimir, je pense. Oui, il y a qui a posé une question s'agissant un peu les cadres du développement des énergies renouvelables. Qui avait demandé cette question? C'est un commentaire ou bien c'est... Non, en fait, est-ce que c'est M. Ibrahima? Il nous a parlé un peu, en fait, dans l'une de ses questions, il a parlé un peu les cadres ou bien les fins du développement des ENR en Afrique. Oui. En fait, je voudrais ajouter un complément dans ce sens. En fait, le développement des énergies renouvelables, en fait, il y a beaucoup de contraintes au niveau réglementaire. Parce que lorsque les cadres juridiques, parfois, ils sont inadaptés. Par exemple, des fois, il y a des lenteurs administratives. Et il faut savoir que nos réseaux électriques actuels, là, ils sont conçus pour des productions qui sont beaucoup plus centralisées. Donc, pour le développement des ENR, si on veut, par exemple, injecter au réseau, il faut les câbles, les anciens câbles, on a construit ces câbles avec par exemple, des longueurs bien définies, en fait, et des longueurs bien définies. Donc, si on doit aller vers les ENR, il faut réadapter nos câbles ou bien nos pylônes électriques pour l'injection au réseau, avoir certains, par exemple, pourquoi pas, différencier au niveau de la section, parce que c'est ça, on a nos pylônes qui sont là, si on veut injecter sur plus de l'énergie sur notre réseau, il faut un peu concevoir des réseaux qui peuvent supporter au fait cette injection. Mais beaucoup plus, c'est nos cadres vraiment réglementaires. De nos jours,
faut voir que voilà, il y a des projets qui sont là, ils ont signé des projets depuis 3 ans, et les projets sont là, ça n'avance pas. Et lorsque tu es là, tu demandes, personne ne te donne une raison efficace ou bien favorable. Donc, c'est un peu le cadre réglementaire. Est-ce qu'ils ont conçu des stratégies, ils ont élaboré des stratégies, des plans nationaux d'horizon, par exemple, à 2050, 2030, et on respecte maintenant. On parle d'un plan A et un plan B, de 2024 jusqu'à 2026, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que premièrement, c'est la construction des pylônes? Deuxièmement, comment on va intégrer les énergies? Est-ce qu'on va faire dans une zone A, c'est l'énergie solaire, dans une zone B, c'est l'énergie éolienne, et on a tout le temps des databases qui sont là, qui sont conçus, on essaie voilà, d'ajouter chaque jour la puissance cumulée qui est là. Comme ça, on va dire même les investisseurs, s'ils arrivent, on va les dire que voilà, on a construit pas mal de centrales renouvelables ou bien des centrales mixtes ou hybrides. Voilà les données qu'on a. Et aujourd'hui, on veut aller dans ce sens encore, participer à ce mix énergétique, à cette transition énergétique. Et maintenant, les IPP, les autres bailleurs vont dire, ces gens, ils ont la volonté. Nous, on va les aider. Les gens viennent ici, c'est pour nous aider. Mais dès qu'on n'a pas fait l'effort déjà, le strict minimum, on ne peut pas nous aider. Voilà, c'est un peu ça. C'est beaucoup plus le cadre juridique. Il faut lorsqu'on parle de l'énergie, c'est beaucoup plus la politique. Donc, il faut que voilà, nos États ils nous aident dans ce sens. Et il y a aujourd'hui pas mal de jeunes qui sont vraiment bagagés, ils peuvent contribuer. Pourquoi pas insérer tous ces jeunes dans cette démarche, en fait, la transition énergétique de chaque pays. Voilà, merci beaucoup. C'est juste ça que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, Faisal. Merci beaucoup. Je vois une autre question. Quelle est la source la plus propre? J'ai répondu à cette question. Dans le contexte, quel est le rôle de nos États et celui de nos universités? Aussi, Faiza vient de brosser cette question-là. Les États, ils doivent adapter leur politique dans le sens d'encourager les investissements dans ce secteur-là et être beaucoup plus réactifs administrativement, pas de laisser les projets sur 3 ans, sur 4 ans, sur 5 ans même. Hein. Moi, je vois toujours le plan énergétique national des pays, là, que ce soit le Niger, le Tchad, je vois chaque année le plan sur 10 ans, sur 5 ans, mais les années, ça passe et on ne voit rien. Et les universités doivent adapter aussi leur filière, adapter les modules pour former des ingénieurs assez compétents, pas des consommateurs. Moi, j'aime pas les consommateurs. J'aime que, en tant qu'ingénieur, on ait quand même un peu l'esprit critique. Former des gens qui prennent une technologie et disent que est-ce que c'est vraiment adapté à notre réalité? Commencer à se poser des questions dans ce sens-là. Former des ingénieurs, former des techniciens qui puissent se poser des questions basiques. Parce qu'on nous amène des PV, par exemple, on dit ça c'est monocristallin, ça c'est polycristallin, et ils ne fonctionnent pas à des températures supérieures à 35 degrés. Ils n'ont pas un très bon rendement à partir de 35 degrés ou à 40 degrés. Je dois me dire que en tant que scientifique, voilà, ça ne marche pas pour moi, voilà ma réalité, je dois chercher à adapter ça à ça, je dois chercher à adapter ça à ça. On ne peut pas seulement aller acheter chez eux, bien que ça ne fonctionne pas nécessairement chez nous, venir adapter ça ou bien chercher nécessairement à produire avec ça. Les Chinois, c'est ça, c'est copier, adapter et coller. C'est ça le principe. Et on doit s'orienter beaucoup plus dans ce sens-là. Maintenant, quel est le rôle du moteur électrique et des variateurs de vitesse? Est-ce que je peux ajouter quelque chose, M. Casimir? Oui. Au fait, il y a aussi un volet important qui est le transfert de compétences. Vous allez voir aujourd'hui en Afrique, il y a des partenaires privés qui viennent, voilà, ils vont apporter leur équipe depuis, que ce soit un exemple, hein, la Chine ou bien X, les États-Unis. Bon, c'est juste un exemple. Voilà, beaucoup plus, par exemple, la Chine, si on prend l'exemple. Déjà, les Chinois arrivent. Déjà, les pays d'Afrique centrale, eux, ils parlent la majeure partie le français. Et les Chinois, ils parlent que les Chinois, certains, ils ne parlent même pas l'anglais. Hein. Ce n'est pas tous les Chinois qui parlent l'anglais. Donc, c'est un peu ça. Donc, il y a ce barrière en termes de communication et ça freine.
Et des fois, certains, ils refusent même, hein. Ils refusent même de partager le savoir qu'ils en ont. Donc, ils font des trucs en cachette. Donc, maintenant, ils vont repartir. Si il y a un moteur, que ce soit thermique, ou bien la centrale est en panne. Donc, souvent, on est obligé de les appeler encore pour venir. Et ça, c'est vraiment, il faut que nos dirigeants ou bien les décideurs, là, ils veillent sur le côté transfert de compétences. Et aussi, lorsqu'on parle un peu du côté un peu universitaire, comme Casimir vient de signaler, il faut vraiment qu'on forme des ingénieurs qui sont flexibles. En même temps, des ingénieurs qui sont capables ils sont capables d'être un peu partout, en fait. Parce qu'on les met dans la production, ils sont là. Oui. Et même, la consommation, ils sont là. En même temps, l'État, par exemple, nos différents États, ils doivent savoir que qu'est-ce que, le need, le besoin de ce pays, ça va dans quel sens? Est-ce que c'est la production? Donc, ils vont essayer de diviser maintenant, même dans les ingénieurs qui sont dans les entreprises, bien, dans nos différents ministères, il y a cette formation en interne qui sont là. Pourquoi pas un ingénieur qui travaille dans une entreprise quelconque, il va venir encore rester, avoir cette formation encore beaucoup plus adaptée, va réajuster un peu encore la formation. Donc, vraiment, il y a la R&D qui est là. Il faut que dans nos différentes institutions, il y a le libellé R&D qui est là, recherche et développement. S'il y a quelque chose, on va essayer d'envoyer les ingénieurs qui sont là, que ce soit, ils vont aller se former au pays ou bien ailleurs, pour que, on n'aura pas, cette gap. Tout le temps, on va appeler les investisseurs, alors que nos ingénieurs ne sont pas formés. Donc, moi, je tiens vraiment, à mettre un peu l'accent où, lorsque les IPP arrivent, premièrement, avant qu'on signe les contrats, il faut qu'on soit vraiment, nos dirigeants doivent être clairs. Premièrement, il faut vraiment former. S'il y a 10 Chinois, il y a 10 Tchadiens. S'il y a 5 Chinois, il y a 15 il y a tous Sénégalais. Donc, s'il y a 5 Chinois, il y a 15 Sénégalais qui sont là, ou bien ils vont essayer. C'est ça, au fait, parce que on a oublié la notion de savoir. Par exemple, ces Sénégalais ou bien ces Rwandais qui sont formés là, demain ils vont repartir dans nos universités là, ils vont partager leurs connaissances, alors que eux ils vont partir avec. Donc eux ils sont là pour une durée bien déterminée, une année, s'ils finissent aussi, ils vont partir. Ils vont laisser quoi? Ils vont rien laisser. Donc dans ce cas, il faut vraiment insister sur le libellé transfert de compétences. Après, les ingénieurs formés, ils vont aller dans nos universités donner des cours, par exemple, partiellement, pour dire que aujourd'hui, les technologies actuelles, on a fait ça dans cette centrale. Donc, ces étudiants vont aller me faire des stages là-bas. Effectivement. Voilà, c'est un peu... Pour peut-être compléter ce que tu es en train de dire, s'il y a 5 Tchadiens et qu'il y a 5 Chinois, il faut que ces 5 Tchadiens-là puissent être répartis proportionnellement dans les postes, en fait. Parce que peut-être que dans les centrales ou bien dans les industries au Tchad, il y a peut-être des Chinois, mais s'il y a 5 Chinois, ils sont tous des cadres. Et les 5 Tchadiens sont des opérateurs. Ils sont comment je vais dire, des applicants, des pratiquants. Ça veut dire, on te dit de faire ça sans comprendre. Tu es un opérateur, tu déplaces des choses sans comprendre. En fait, quand on doit aller sur cette norme-là, il faut que dans l'équipe dirigeante, s'il y a un Chinois, il faut qu'il y ait un Tchadien pour qu'il puisse comprendre aussi ce qu'on est en train de faire. Le nombre, peut-être, si on se limite à ça, on peut mettre les Tchadiens dans l'équipe des praticiens. Effectivement, c'est pourquoi on évite. Par exemple, si ces gens-là, ils ont le profil d'electrical engineering, il faut qu'on prenne les Tchadiens qui ont le même profil. Electrical engineering, on va les mettre. Et après, si c'est mechanical engineering, si c'est les turbines et tout, il y a les mécaniques, on prend les Tchadiens qui ont la mécanique là pour les mettre un peu partout, que ce soit au Sénégal et tout. Il faut qu'on veille à ce que, au fait, moi j'ai vu les pays comme le Maroc, les gens ne badinent pas avec le transfert de connaissances, de compétences, les gens ne badinent pas. C'est la base. On essaie de valoriser maintenant, au fait, l'intelligence humaine marocaine, d'appeler même les entreprises étrangères qui sont là. Donc actuellement, si on peut vraiment en émotion, on peut, prendre les IPP ou bien on va appeler les IPP premièrement transfert de compétences, 1 point, 2 traits. Il faut que les Tchadiens ou bien les Rwandais, les Sénégalais qui sont là, s'ils sont deux même, si on prend un Chinois, là, il faut même qu'on prenne 3. Ils vont essayer de comprendre, ils vont comprendre tout même. C'est la base. C'est ça, vraiment. Si vraiment nous faisons ça, on est bien. C'est doublement profitable pour nous parce que plus il y a des Tchadiens, plus ces expatriés-là, on ne les paye d'ailleurs pas au salaire d'expatriés. Parce qu'ils viennent chez nous, ils sont payés 3 fois, 4 fois plus que nous. Mieux, voilà. Les ingénieurs. Donc, voilà, merci
Merci beaucoup, Faiza. Je crois que cette question a été claire et ça suscite un peu de tension. Mais voilà. Et Dramé, pour répondre à ta question du rôle des moteurs électriques, normalement, les moteurs électriques sont les plus performants maintenant parce qu'ils peuvent atteindre les efficacités de 96%, contrairement à ces moteurs standards qu'on connaissait. Tu vois. Plus on peut atteindre une bonne efficacité de pratiquement 96% de conversion, en termes d'efficacité, on est sur la très bonne ligne, en fait. Parce que on avait dit que selon la deuxième loi de thermodynamique, chaque transformation suscite des pertes. Et si ces pertes-là sont seulement à 4% pour les moteurs électriques, ça fait que on a 96% d'énergie qui est convertie en énergie utile qu'on peut utiliser. Donc, si les moteurs électriques peuvent atteindre cette performance-là, bien à nous, en fait. Nous sommes bien heureux. Et pour les variateurs de vitesse, je crois que c'est une technologie d'efficacité énergétique la mieux inventée. Parce que pourquoi faire tourner le moteur à, par exemple, 1000 tours par seconde, alors que ce que nous voulons produire avec seulement 100 tours par seconde, on peut déjà gérer la chose. Vous voyez. Les variateurs de vitesse adaptent la vitesse du moteur ou bien du rotor en fonction du besoin, en fait. Et ça, moins on fait tourner les choses, moins on consomme de l'énergie et plus on a de l'efficacité énergétique, simplement. Donc, ce que tu as énoncé, c'est plutôt bien. C'est très bien. Chercher des moteurs électriques à haut rendement et puis installer des variateurs de vitesse dans chaque cas. Et merci bien pour la question. Hein. C'est Dan qui a levé la main maintenant. Oui, nous t'écoutons, Dan. D'accord, merci. Vous m'écoutez? Oui, on t'écoute. D'accord, alors j'ai une question. Alors avant de la poser, si vous me permettez, je vais vous compléter par rapport à la question du moteur électrique et du variateur. En soi, on se rend compte qu'actuellement, avec les moteurs électriques, on a pratiquement une consommation de 45% d'électricité mondiale. Et avec les moteurs actuels comme les IE3, les IE4 et les IE5, ils réduisent sensiblement les pertes énergétiques, à savoir les pertes joule, les frottements à courant, les Foucault. Et ça, c'est ça l'avantage avec les moteurs actuels par rapport aux moteurs standards que l'on trouve dans la plupart d'entreprises, par exemple les IE1 et les IE2. Et par rapport aux variateurs de vitesse, comme vous l'avez expliqué, ça adapte juste la charge, donc le moteur à la charge. Un petit exemple simple, on se rend compte qu'un moteur sans une charge sans variateur, ou un moteur sans variateur de vitesse, ça va tourner souvent à plein vitesse. Donc la vitesse peut-être des 1000, et que nous, on n'a même pas besoin de toute la vitesse. Et c'est une consommation qui est inutile. Mais avec un variateur de vitesse, on réduit sensiblement la vitesse, on adapte la vitesse par rapport à la charge et on a un gain en termes de consommation. Oui. Merci. Merci. Ma question est celle de savoir, l'efficacité énergétique est-elle une priorité réaliste pour l'Afrique actuellement où des millions de personnes n'ont même pas accès à l'électricité? OK. Je vais être précis. Hein. Pourquoi l'efficacité énergétique est plutôt une bonne option? D'ailleurs, pour l'Afrique, parce qu'on n'a pas la force de production. Au Tchad, on est encore à 200 mégawatts. Hein. 200 mégawatts, 400. Je ne sais pas, Faiza, si je me trompe, tu es DA, tu peux me rectifier. Mais on est à moins de 500 mégawatts installés. Yeah. Donc, on a très peu d'énergie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour au moins bien gérer ça? Ça veut dire, ce qu'on a, le peu qu'on a là, il faut les orienter sur des services utiles. Ça veut dire utiliser le minimum pour l'électrification. Ça veut dire installer des ampoules qui soient énergétiquement performantes.
installer des appareils qui ont des coefficients thermiques, qui ont des coefficients énergétiques acceptables aussi, et ainsi de suite. Parce que nous, on n'a pas la force de production. En fait, l'efficacité énergétique, c'est recommandé pour les pays à très forte production énergétique. Parce qu'eux, ils peuvent en consommer, ils ont la force de production. Mais nous, on n'a pas la force de production, donc on est obligé d'ailleurs d'économiser. C'est comme demander à quelqu'un qui a 1000 francs par mois voilà, l'économie, c'est pas nécessaire, il faut consommer, on va mourir demain. En fait, c'est pas réaliste. D'ailleurs, les pauvres économisent mieux que les riches. Tu vois, l'économie, l'efficacité énergétique ou bien l'économie de l'énergie, pour un pauvre, c'est une obligation, ce n'est pas une recommandation. Donc, l'efficacité énergétique pour les pays africains, c'est une obligation simplement. Et pour les pays développés, c'est une recommandation. On les recommande parce qu'ils peuvent produire ce qu'ils consomment. Mais parce qu'on a insuffisance des stocks, comme on l'a énoncé déjà dans le cours, on a un stock limité, on doit les demander, non, agissez plutôt comme ça, au lieu d'acheter une Ferrari, et essayez de calmer vos ardeurs et acheter des voitures qui sont beaucoup plus énergétiquement performantes. Ils peuvent acheter la Ferrari. Mais nous, si on est déjà pauvre, on ne peut pas simplement, on ne peut pas acheter la Ferrari. Et ça, à grande échelle pour le continent. Et la réponse est assez claire. On a fait 2 heures aujourd'hui. C'est le dernier jour. Je crois que les questions ont été claires. Et merci pour les apports des uns et des autres. Je ne sais pas si Faiza, tu as une dernière chose à énoncer. Ok, non, pas vraiment. Je n'ai pas autre chose à dire. Merci beaucoup à vous tous. Merci pour vos apports, vos contributions. Et vraiment plaisir d'être parmi vous ces 2 semaines. Et je vais vous envoyer pas un support pour je vais envoyer simplement un document, un rapport pour l'analyse technico-économique. C'est en anglais, mais vous allez un peu essayer de travailler sur ça pour pour comprendre un peu plus le côté économique de ces énergies-là. Je vais envoyer juste après ce cours-là dans le groupe. Et merci beaucoup à toutes ces personnes-là qui ont contribué activement. On a beaucoup appris de vous et on reste en contact. Je vais laisser aussi mes coordonnées LinkedIn. Celui qui voudra me contacter, libre à chacun. Monsieur Kalien, est-ce que aussi les documents aussi, tu peux les envoyer, les présentations? Ça, c'est à décider, franchement. Normalement, vu que c'est un grand travail qui a été fait derrière, il n'y a pas de copyright. Je pense qu'il faut se contenter des cours sur YouTube, essayer de revoir ça à volonté. Ça, c'est libre, mais pour les cours PDF, c'est un travail, c'est beaucoup de travail derrière qu'il faut. Ouais. Je pense qu'on s'est compris. Désolé, franchement. Merci beaucoup. Passez un très bon week-end et puis bonne journée à tout un chacun.